Aujourd'hui, une fois de plus, je ne vais pas chercher la polémique. Je ne vais pas condamner tel ou tel. Je vais me contenter de vous montrer l'absurdité de ce que la science nous propose pour vrai. Je vais pointer du doigt les zones de mensonges et d'illusions de ce monde, l'étendue abyssale de l'industrie du faux. Je vais vous inviter au questionnement, à la remise en question, à vous interroger sur le cadre qu'on nous propose depuis l'enfance. Je vais vous encourager aussi à entrevoir le moment où nous devrons tous unir nos forces, où que nous soyons sur cette planète, car tout s'accélère et nous sommes déjà à la lisière de la troisième renaissance. On me reproche souvent de ne pas donner de référence. En tant que robots humains, nous avons en effet tous besoin de références et de preuves pour nous rassurer. Cela fait partie de notre programmation primaire. Mais au fond, quelle source, quelle référence sommes-nous en droit d'attendre ? Le fait que telle ou telle sommité ait dit la même chose un peu plus tôt est-il une garantie de crédibilité ? Avons-nous besoin de nous en remettre toujours à une autorité supérieure, reconnue, pour nous guider vers la vérité, vers la lumière ? Et ces autorités, elles ont été elles-mêmes reconnues par quelles instances supérieures ? Et ces instances, par quelles institutions ont-elles été reconnues ? Et quel organisme encore supérieur a-t-il reconnu l'institution qui a reconnu ces instances? L'imposture n'est pas un phénomène historique, ça n'a jamais été autant d'actualité, simplement de par l'évolution en fait de la méthode scientifique. Aujourd'hui, le nombre de disciplines s'est démultiplié, les champs de recherche sont d'une précision ingérable pour les dirigeants et il faut des résultats. Il faut des résultats et donc on impose des publications et des découvertes aux jeunes chercheurs qui sont donc pour le coup tentés de plagier ou d'inventer des résultats. On n'a jamais eu autant d'imposture, de fraude, ce qu'on appelle en fait d'inconduite scientifique depuis les 10 dernières années. Si nous vivons dans un monde de mensonges et de menteurs, d'imposteurs, comme je le prétends, en quelle source pouvons-nous faire confiance ? Je vous ai déjà expliqué que les mensonges s'empilent les uns sur les autres et qu'un premier mensonge impose des mensonges toujours plus grands. Ce besoin de référence est en réalité une illusion fractale de plus qui répond à cette puissante programmation de l'homme. Nous ne nous sentons jamais aussi bien qu'au sein du troupeau dans lequel nous nous reconnaissons et qui nous a reconnus avec un berger qui veille sur nous et qui nous dicte ce qu'il est bon de faire, de dire, de croire et de penser. Moutons dociles ou moutons récalcitrants, nous sommes finalement tous des moutons de Panurge, heureux d'appartenir au troupeau. Quant aux preuves, malheureusement, comme je l'ai expliqué, quelle qu'elle soit, si la motivation est là, s'il y a un mobile, et il y en a toujours un, alors les faussaires se chargeront de les fabriquer. Aujourd'hui, je sème des graines. Certaines prendront, d'autres pas. Je n'impose rien. Je navigue d'une question à l'autre avec mes petits cailloux et c'est vous qui êtes la référence, la source. C'est vous qui vous posez des questions, qui trouverez vos propres références au gré de vos recherches et vous penserez alors à mes cailloux et ils prendront alors tout leur sens. C'est ainsi que doit se faire le chemin, la quête. Nous sommes des petites unités de programme. À nous de réécrire le programme global tous ensemble. Je n'ai pas toute la connaissance, je n'ai pas la vocation de vous servir la vérité toute cuite. Je revendique le droit à l'erreur. Je ne suis pas en opposition et je ne cherche pas à diviser ni à mettre en opposition les uns et les autres. Je suis en résistance contre un système qui nous soumet, qui nous rend malades, qui nous rend bêtes et nous déshumanise. Dans un monde qui marche sur la tête, où tout se retrouve à l'envers, où nous regardons les choses à travers le miroir qu'est notre ego, je fais le choix de regarder à l'envers les choses qui paraissent acquises et qui sont tenues pour certaines, car je sais que j'y trouverai plus de vérité
que n'en recèle toute la science. Dans cet épisode, nous allons surtout aborder des questions existentielles importantes. Même si ces domaines métaphysiques vous touchent un peu moins, vous y apprendrez pas mal de choses. Et puis, je vous réserve quelques perles dans la foulée, histoire de, après tout, comme on dit, il n'y a pas de mal à se faire du bien, et quand c'est la NASA qui régale. Alors, eh bien, rentrons dans le vif du sujet. Il est temps pour moi d'essayer de vous transmettre ma façon de voir la Terre. Puisque, comme je vous l'ai dit, je pense qu'elle n'est ni plate, ni ronde. Mais avant ça, il faut que je vous raconte une petite histoire. C'est l'histoire de Jacques Bergier, auteur français, né en 1912, très respecté par le camp des moutons récalcitrants, mais aussi par les autres d'ailleurs. Avant la guerre, il est ingénieur chimiste. Il a fait ses études à la Faculté des sciences de Paris et à l'École nationale supérieure de chimie. Licencié S-Sciences, il se consacre à la recherche scientifique, notamment à la chimie nucléaire. L'aventure poétique dans laquelle nous sommes aujourd'hui embarqués, voilà maintenant un vivant qui va vous en parler. Jacques Bergier, spécialiste de physique nucléaire, certificat de service exceptionnel délivré par le président Truman, décoré par la France, décoré par la Russie, membre de l'Académie des sciences de New York, savant, vulgarisateur, poète, expert en réalité, parce que la réalité est fantastique. Jacques Bergier, depuis 5 ou 6 ans que nous travaillons ensemble, je crois, vous n'avez jamais cessé de m'étonner par l'étendue et par la variété de vos connaissances. Vous êtes la plus grosse tête chercheuse que j'ai jamais rencontrée. Et des savants, des philosophes, des journalistes, des vulgarisateurs font appel constamment à l'énorme bibliothèque qu'il y a dans votre crâne. Bref, du lourd le monsieur. La guerre éclate, son destin bascule, Jacques fera le parcours parfait du héros de la Seconde Guerre mondiale, il entre en résistance, on raconte que c'est son réseau à Lyon qui est à l'origine du bombardement de la base d'expérimentation de Pinmude, où les nazis et Werner von Braun testaient les fameuses fusées V2. Il sera arrêté par les Allemands, torturé à de nombreuses reprises et déporté en Allemagne jusqu'à la fin de la guerre. Après la guerre, agent secret, il aurait dirigé la branche française du Centre interarmé de contre-espionnage allié et il aurait également fait partie des services britanniques de contre-espionnage. Alchimiste à ses heures, Jacques Bergier est un libre penseur, original, et il est plutôt bien informé. Il a ses entrées dans de nombreux cercles. Il avait aussi d'ailleurs un accès direct à Charles de Gaulle et côtoyé les plus hauts sommets de la science de son époque. Il entretient évidemment de très nombreuses amitiés avec des savants et auteurs du monde entier, et parmi eux, eh bien quelqu'un que nous connaissons bien, lié à l'histoire ou, devrais-je dire, au spectacle de la conquête spatiale, un certain Arthur C. Clarke, auteur de 2001, l'Odyssée de l'espace, qu'il rencontre dès 1941. Plat ou rond, une chose est sûre, le monde est petit. Et voici donc ce que nous dit avec une sorte de légèreté toute d'intelligence notre ami Jacques à propos de la planète bleue en 1974 dans son livre « Visa pour une autre Terre ». Je cite « L'on trouvera dans les illustrations de ce livre la reproduction d'une carte du monde datant du XVIe siècle. Elle représente une région connue et tout autour des ténèbres peuplées de monstres. Nous sommes tous tout à fait sûrs que nous sommes beaucoup plus forts que ceux qui ont dressé ces cartes. Nous sommes tout à fait sûrs qu'il n'y a pas sur Terre de continent ou même de grande île inconnue. Nous sommes sûrs que nos beaux globes terrestres représentent notre planète telle qu'elle est. Eh bien, je n'en suis plus tout à fait certain. Je me souviens très bien encore de l'époque, il y a une dizaine d'années, où je me moquais de René Guénon, lorsque celui-ci affirmait que la géographie de la Terre
est beaucoup moins bien connu que le dit la science, qu'il y a des régions où l'on peut aller et on peut revenir, mais qui ne sont pas représentables sur la carte. Je m'en moque moins depuis mai 1970, époque où j'ai appris de la bouche d'un éminent représentant de l'autorité spatiale américaine que sur 250 000 photos de la Terre prises par des satellites artificiels, une seule montre des traces de l'activité humaine. Ce chiffre a été confirmé officiellement. Arthur C. Clarke le cite dans son plus récent ouvrage et la NASA a même publié une brochure intitulée « Y a-t-il des traces de vie sur Terre ?» De sorte que je ne ricane plus sur la tradition sur Avalon et sur Tirnam-Béo, sur le royaume du prêtre Jean, sur la géographie sacrée. J'estime qu'il y a une possibilité pour que ces idées ne soient pas des légendes et pour que la belle forme ronde de la Terre ne constitue qu'une seconde approximation, la forme plate étant la première. Mais comment serait-il possible que la Terre ne soit pas ronde ? Il est difficile de répondre à cette question sans rentrer dans des mathématiques extrêmement compliquées. Mais disons tout de même que les mathématiciens connaissent ce qu'ils appellent des surfaces de Riemann, qui sont composées d'un grand nombre de couches qui ne sont ni les unes au-dessus des autres, ni les unes au-dessous des autres. Elles occupent simplement le même espace, un espace plus compliqué que l'espace que nous concevons habituellement, un espace qui ne peut être décrit que par des fonctions d'une variable complexe. Quelle mouche a piqué ce Français qui se permet ici de lâcher des secrets américains très sensibles, secrets qu'il tient de confidence de ses vieux amis de la Résistance et qui sont des hauts initiés de la NASA. Car c'est exactement ce que fait notre ami Jacques. Sans en avoir l'air, il nous livre un secret inavouable, celui de la forme du monde dans lequel nous nous trouvons. Et depuis quand a-t-il remis en question la forme ronde de la Terre ? Il nous dit que c'est depuis mai 1970, c'est-à-dire moins d'un an après la controverse des missions Apollo 11. Et voici ce qu'ajoute Bergier quelques lignes plus loin. Si la Terre est une surface de ce genre, si fantastique que cela puisse paraître, il est possible qu'il y ait des régions inconnues, inaccessibles normalement, qui n'existent pas sur un globe ou sur une carte, mais qui existent pourtant en réalité. Nous n'en soupçonnons pas l'existence, pas plus qu'on ne soupçonnait l'existence des microbes ou des radiations invisibles du spectre lumineux avant qu'on ne les découvre. L'idée, bien entendu, paraît fantastique, comme d'ailleurs toute idée nouvelle. Je ne la présente pas comme une révélation. Comme toutes les idées contenues dans ce livre, je la présente comme un jeu de l'esprit, une façon d'aller au-delà des frontières ordinaires de notre imagination et de s'élargir les idées. Alors, la dernière phrase est très révélatrice. Le fait que Jacques Bergier se sente obligé de préciser que cette idée n'est pas une révélation mais un jeu de l'esprit est pour moi un aveu. C'est ce qu'on appelle une précaution d'usage, auquel tout auteur a recours lorsqu'il sait qu'il est en train de jouer avec le feu et que les informations qu'il ne peut pas s'empêcher de lâcher, tellement ça le démange, le placent sur une frontière trouble et dangereuse qu'il n'est pas prudent de franchir. Je vous rappelle que le livre paraît en 1974, à peine 2 ans après la fin des missions Apollo. Ce que Bergier semble nous confier comme un jeu, sur un ton badin même, il le tient de ses amis et sans doute de son vieux camarade de combat Arthur C. Clarke, lequel était, on le sait bien, directement informé des secrets les plus sensibles de la NASA. Que nous dit encore Jacques Bergier sur la Terre ? Les seuls documents réellement scientifiques que l'on possède sur la question, ce sont les 250 000 photos de la NASA qui ne montrent pas la Terre telle que nous la connaissons. Le phénomène paraît commencer vers 300 km d'altitude et s'accentuer davantage vers 1000 km. Tantôt, on ne retrouve pas les continents, tantôt, on en voit d'autres. Une photo particulièrement curieuse recouvre l'emplacement de la grande ville industrielle américaine de Détroit. Aucune de ces photos n'a été jetée, elles sont toutes dans les archives de la NASA et peuvent être consultées.
À mon avis, ici c'est un appel. Jacques Bergier ne comprend pas très bien ce qu'il doit interpréter des photos qu'il a vues ou qu'on lui a décrites. Mais il nous invite à aller y regarder de plus près. Vraisemblablement, il n'est pas totalement initié au secret et il ne soupçonne pas l'inimaginable. Il n'est pas loin de la vérité lorsqu'il ajoute « Il paraît certain que les astronautes voient infiniment mieux que l'on aurait cru, infiniment mieux même que les lois de l'optique leur en donnent le droit. Les croquis faits par les astronautes devraient aussi être examinés avec soin, surtout lorsqu'ils montrent des villes que l'on ne retrouve pas. » Personnellement, ces croquis dont parle Bergier me font penser aux croquis réalisés par Thomas Pesquet alors qu'il était sur Soyouz en route pour l'ISS. J'ai toujours été intrigué par la motivation de ces croquis. Pourquoi ne pas prendre des photos, tout simplement? Entendons-nous, la question n'est pas de savoir ici si Thomas Pesquet a rejoint l'ISS. Je m'interroge sur ces histoires de croquis déjà présents, donc dès le début de la conquête spatiale. Lui a-t-on demandé de faire des croquis car c'est le seul moyen d'obtenir une représentation conforme de la Terre lorsque on s'élève au-dessus d'une certaine altitude? Les appareils photo étant, pour je ne sais quelle raison, inopérants? C'est une question qui vient légitimement à la lecture de ce passage. Ces croquis sont d'autant plus curieux de la part d'un Thomas Pesquet qui allait, une fois à bord de l'ISS, se métamorphoser en expert de la photographie. Et Jacques Bergier, de conclure, « Tout ce que j'espère, c'est qu'un certain nombre de lecteurs regardant un globe terrestre concluront peut-être que ce n'est pas le dernier mot de la science. »